Journaliste. Rangère rouge. Fille de Tariq et Santora. Ravkonienne. Ces 4 définitions coexistent en elle depuis la fin de Dino Fury. Et aucune n'annule les autres. Elles se superposent, se frottent, se contredisent parfois. Et Amelia porte tout ça avec une grâce qui n'a rien d'inné, c'est le résultat d'années à apprendre à nager. Avancer même quand le sol est instable. Son enfance avait été construite sur une vérité partielle. Papapou, le grand-père adoptif bricoleur et superstitieux, qui l'avait élevé, lui avait donné de l'amour authentique, une identité stable, un foyer. Ce qu'il ne lui avait pas donné, c'était la vérité sur ses origines, pas par cruauté, par protection. Par une décision prise il y a des années, dans un moment de panique, par quelqu'un qui faisait de son mieux. Amelia sait maintenant. Elle sait qu'elle est ravkonienne. Elle sait que ses parents biologiques Tariq et Santora sont vivants. Et elle sait que son père a passé des années à essayer de détruire le monde pour sauver la femme qu'il aimait, sans savoir que leur fille était parmi ceux qu'il mettait en danger. La relation qu'elle essaye de construire avec Tariq, au début de Cosmic Fury, est délicate. Pas hostile, Amelia n'est pas quelqu'un qui reste dans la colère, mais prudente. Comme 2 personnes qui apprennent à se connaître avec le poids de tout ce qui s'est passé entre elles, sans qu'elles s'en rendent compte. Tariq, de son côté, ne sait pas comment être père. Il n'a jamais eu l'occasion d'apprendre. Les quelques semaines depuis la fin de Dino Fury n'ont pas suffi à combler 65 millions d'années d'hibernation et des années de guerre. Il avance avec une maladresse sincère, pas celle d'un homme qui ne s'en soucie pas, mais celle d'un homme qui s'en soucie tellement qu'il a peur de chaque geste. En tant que Ranger rouge, Amelia est quelqu'un qui a toujours occupé ce rôle sans le titre. Elle a dirigé, décidé, protégé pas parce qu'elle y avait été désignée, mais parce que c'est qui elle est. La couleur de son uniforme n'a fait que confirmer ce que ceux qui la connaissaient savaient déjà. Elle est la première Ranger rouge féminine à occuper ce rôle sur une saison complète dans toute l'histoire de la franchise. Et Cosmic Fury traite ça comme une évidence, parce que pour quiconque a suivi le parcours d'Amelia, c'en est une. Oli Akana, scientifique, Ranger bleu, fils du docteur Akana, homme qui a appris à croire en l'invisible. Ce dernier aspect, apprendre à croire en l'invisible, est peut-être le plus important pour comprendre ce qui va lui arriver dans Cosmic Fury. Parce que ce chemin qu'il a parcouru sur 2 saisons, cette transformation d'un sceptique rigoureux en quelqu'un capable de faire confiance à ce que les instruments ne peuvent pas mesurer, ce chemin l'a changé profondément. Mais il l'a aussi rendu vulnérable d'une façon spécifique. Oli a appris à faire confiance. Et la confiance, ça peut être manipulé. Sa relation avec Amelia est réelle et profonde. Ils se connaissent à travers des situations que la plupart des gens n'imagineront jamais. Ils ont combattu côte à côte, se sont sauvés mutuellement, ont porté ensemble des secrets qui auraient brisé des couples moins solides. Au début de Cosmic Fury, ils sont en équilibre. Pas parfait, l'équilibre parfait n'existe pas dans des vies aussi chargées que les leurs, mais stable, réel, ce qui rendra la corruption d'autant plus dévastatrice. Parce que Z ne va pas s'attaquer à Oli par la force. Il va s'attaquer à lui par exactement l'endroit qui l'a rendu meilleur, sa capacité à faire confiance. Et il va la retourner contre lui. Izzy Garcia, athlète d'exception. Rangée verte, première rangère verte féminine de toute la franchise. Demi-sœur de Javi, partenaire de ferme. Izzy est quelqu'un qui avance. C'est sa définition la plus fondamentale. Quand quelque chose ne fonctionne pas, elle trouve un autre chemin. Quand elle tombe, elle se relève pas par stoïcisme, pas par insensibilité, mais parce que le mouvement est sa façon de traiter les choses. Depuis l'enfance, quand elle courait, elle comprenait le monde. Quand elle s'arrêtait, les choses devenaient plus difficiles à porter. Cette qualité l'a parfois isolée. Pas tout le monde ne comprend quelqu'un qui semble toujours prêt à repartir. Mais Fer comprend. Fer n'a appris à distinguer l'avancée d'Izzy, qui fuit de l'avancée qui avance vers quelque chose. Et cette distinction, portée avec patience et amour, a permis à Izzy de commencer à comprendre la différence elle-même. Sa relation avec Fern au début de Cosmic Fury est quelque chose que la série n'overexplique jamais. Elle existe. Elle est visible dans les petits gestes, dans les regards, dans la façon dont elles occupent l'espace ensemble. La franchise n'en fait pas un événement. Elle l'intègre comme une réalité parmi d'autres, ce qui, dans le contexte de 30 ans de Power Rangers, est lui-même quelque chose d'historique. Javi Garcia, musicien, Ranger noir, demi-frère d'Izzy, fils d'un homme qui n'a jamais vraiment compris sa passion. Javi pense en musique, pas comme métaphore littéralement. Quand il rencontre quelqu'un pour la première fois, il entend quelque chose, une tonalité, un rythme, une harmonie ou une dissonance. Quand une situation le perturbe, il compose pas pour tuer une chanson, mais pour comprendre ce qu'il ressent. La musique est son langage premier. Ses mains sont fondamentales à qui il est. Ce détail que Cosmic Fury prend soin d'établir clairement avant ce qui arrive rend la perte d'autant plus cruelle. Pas parce que la série cherche à infliger de la douleur gratuitement, mais parce qu'elle veut montrer quelque chose de vrai sur le coup de l'héroïsme,
sur ce que les Rangers perdent vraiment dans leur mission. Aion, Ranger, dernier compagnon d'armes de Zaito. Ravkonien, survivant. Aion est quelqu'un qui a appris à habiter le présent avec une intensité particulière parce que son rapport au temps est fondamentalement différent de celui des humains autour de lui. Il s'est endormi il y a 65 millions d'années et s'est réveillé dans un monde qu'il ne reconnaissait pas. Il a perdu une civilisation entière dans son sommeil. La légèreté d'Aion, le dernier à plaisanter dans les situations les plus tendues, n'est pas de la superficialité. C'est une stratégie de survie devenue une façon d'être. Si on rit, on ne pleure pas. Si on plaisante, on ne s'effondre pas. Et si on garde quelqu'un à ses côtés, quelqu'un comme Zaito, qui comprend d'où on vient, on n'est pas vraiment seul dans cet univers étrange et nouveau. Ce que la perte de Zaito va signifier pour Aion est l'une des questions que Cosmic Fury pose dès le départ. Et la réponse qu'elle donne, progressivement, honnêtement, est l'un de ses arcs les plus émouvants. Fern, la nouvelle, l'imprévisible, l'orange. Fern n'avait pas demandé à être une rangée, elle n'avait pas passé des années à s'entraîner, à se préparer, à attendre que son moment arrive. Elle était simplement là dans le bon endroit, au bon moment, avec le bon cœur, et la grille de transformation l'avait choisie. Cette différence, être choisie plutôt que de choisir, est quelque chose qu'elle porte, tout au long de la saison. La question qui revient silencieusement dans ces moments de doute, est-ce qu'elle mérite vraiment cette place? Est-ce que la grille a fait une erreur? Est-ce que les autres Rangers, avec leurs mois, leurs années d'expérience, la voient vraiment comme l'une d'eux, ou comme une nécessité temporaire? La réponse que la série lui donne n'est pas immédiate. Elle se construit, à travers les erreurs qu'elle fait et dont elle apprend, à travers les moments où elle surprend tout le monde, y compris elle-même, à travers ce que Zaito lui dira dans leurs dernières minutes ensemble. Et Zaito qui s'est sacrifié. Zaito qui existe maintenant quelque part entre deux états. Zaito qui peut encore se matérialiser, combattre, guider, mais dont chaque apparition consomme une énergie qui ne se régénère pas. Il sait que son temps dans le monde physique est compté. Il a fait ses calculs. Et le choix qu'il a fait de consacrer ce temps qui lui reste à son équipe, plutôt qu'à chercher à prolonger sa propre existence, est la chose la plus Zaito possible. Après 65 millions d'années de vie et de guerre, il a appris que le sens ne vient pas de la durée. Il vient de ce qu'on choisit de faire avec le temps qu'on a. Voilà l'équipe. Voilà ce qu'il porte. Maintenant l'ennemi. Le Seigneur Z. Pour ceux qui ont grandi avec Mighty Morphin Power Rangers, ce nom déclenche quelque chose de viscéral. Z n'est pas un méchant ordinaire dans la cosmologie de Power Rangers, c'est l'empereur du mal, l'archétype de la menace absolue, celui dont la seule présence, la silhouette massive, la voix grave, la puissance qui n'avait pas de plafond apparent changeait la nature des enjeux. Dans Mighty Morphin, il avait finalement été réformé. Une potion magique de Rita, un moment de faiblesse exploité par les plus petites des manipulations, et pourtant, ça avait fonctionné. Z était devenu quelque chose de plus humain, de plus accessible. Mais dans Dino Fury, une vérité plus sombre avait émergé. La réforme n'avait pas été complète. Une partie de Z, la partie la plus ancienne, la plus pure dans sa malveillance, celle qui existait avant Rita, avant la franchise elle-même, avait survécu sous la surface. Comprimée. Et maintenant cette partie est libre. Ce Z-là n'a pas les velléités d'humanisation de son prédécesseur. Il est ce qu'il a toujours été avant la potion, une puissance sans dualité, sans la moindre fissure qui pourrait être exploitée. Il ne veut pas gouverner, il ne veut pas dominer, il veut effacer. L'univers sans lumière, l'univers réduit à lui seul. C'est sa vision finale, pas un empire, mais un vide parfait, où sa puissance existe sans rien pour la contredire. Bajilianaire arrive dans ce contexte comme une complication calculatrice. Impératrice galactique, architecte d'un empire construit sur des décennies de conquêtes méthodiques. Bajilia ne combat pas pour une idéologie ou une vision du monde. Elle combat parce que la conquête est sa nature et parce que son empire exige d'être nourri de victoires. Quand elle identifie Z comme une ressource potentielle, un être de puissance brute capable de mener ses armées avec une efficacité qu'aucun de ses généraux n'approche, elle lui propose une alliance. Le calcul de Bajilia est simple. Z est une arme. Elle est la main qui la tient. Ce qu'elle n'a pas pleinement mesuré, c'est qu'on ne tient pas Z. On croit le tenir jusqu'à ce qu'il décide qu'on ne l'est plus. Leur alliance fonctionne, jusqu'au moment où elle ne fonctionne plus. L'attaque sur Dino-Eng est la première démonstration de ce que Z est capable de faire maintenant qu'il a les ressources de Bajilia. Les Rangers sont à Pine Ridge, encore dans les séquelles de la guerre contre la Reine, du néant, encore en train de gérer les blessures que cette victoire a laissé Zaito, fragile, Tariq qui apprend à être là sans savoir comment, l'équipe qui essaie de trouver ce que la paix ressemble quand on n'a connu que le combat. Z frappe sans avertissement. Les statues de Dino-Eng s'effondrent sous l'attaque, et avec elle la connexion disparaît. En quelques secondes, les Rangers perdent leur pouvoir. Les Dino-Clés ne répondent plus. Les transformations sont impossibles. Les Mégazords sont inaccessibles. L'équipe qui vient de sauver la Terre est nue.
La décision de partir n'est pas facile à prendre. Rester sur Terre sans pouvoir face aux armées de Z, c'est mourir inutilement en tentant de défendre une ville qu'on ne peut plus protéger. Mais partir quitter Pine Ridge, quitter les gens qu'ils aiment, laisser leur foyer à la merci d'un envahisseur, c'est une déchirure d'un autre ordre. Ils partent. À bord du vaisseau base, ils s'élancent dans l'espace. Le silence pendant les premières heures dit tout ce que personne ne prononce. Chacun regarde par les hublots la Terre qui rétrécit. Aion et Zaito, assis ensemble à l'arrière, échangent quelques mots à voix basse. On ne les entend pas. On voit juste Zaito hocher la tête avec quelque chose qui ressemble à de la paix. Eridus. Une planète lointaine aux traces d'énergie de la grille encore détectables. C'est leur destination. Et leur seul espoir de reconstruire quelque chose avant que Z ne consolide son contrôle sur la Terre. C'est là qu'arrive Billy Cranston. Sa transmission une fréquence spécifique. Un code d'accès que Zaito reconnaît immédiatement perce le silence du vaisseau avec quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Billy Cranston. Pour les fans, ce nom n'a pas besoin d'introduction. Rangée bleue originelle. Génie de l'équipe de Mighty Morphin. Celui qui avait compris la grille de transformation à une époque où personne n'avait encore les outils pour la mesurer et qui avait passé les décennies suivantes à approfondir cette compréhension avec une rigueur qui ferait honte à la plupart des institutions scientifiques. David Yost reprend ce rôle avec une présence qui transcende le simple fanservice. Billy n'est pas là pour rappeler les vieux temps. Il est là parce qu'il était le seul capable d'être là, le seul dont la combinaison de connaissances, d'expérience et de préparation correspondait exactement à ce dont cette équipe avait besoin. Il avait anticipé un scénario comme celui-ci. Pas celui-ci précisément, il n'avait pas prévu Z, pas prévu la destruction de Dino Henge, la grille serait compromise. Des alternatives, des chemins détournés. Les Cosmic Morphers sont le résultat de cette préparation. Ces dispositifs ne reconstituent pas les anciens pouvoirs d'Dino Fury. Billy n'a pas essayé de recréer ce qui avait été brisé, il a trop de respect pour la grille pour croire qu'on peut simplement dupliquer ses connexions. Les Cosmic Morphers créent quelque chose de nouveau, construit sur la même fondation mais orienté différemment. La clé, c'est les orbes cosmiques, des cristaux d'énergie galactique dispersés à travers l'univers, chacun portant une fréquence unique qui correspond à un aspect différent de la grille. Les Cosmic Morphers peuvent accéder à la grille via ces orbes, en contournant le besoin de Dino Henge comme point d'ancrage terrestre. Mais pour activer pleinement leur capacité, les Rangers doivent collecter ces orbes. Et les orbes se trouvent sur des planètes à travers le système solaire et au-delà dans des endroits que Z et Bagilia ont déjà commencé à cartographier. C'est une course, l'une des plus importantes de l'histoire de la franchise. Les nouveaux uniformes Cosmic Fury portent l'héritage d'Dino Fury dans leur design tout en affirmant quelque chose de nouveau, une dimension galactique. Une portée qui dépasse la Terre, un héritage qui s'étend vers les étoiles. Les nouvelles armes, conçues par Billy, avec la précision d'un artisan qui connaît ses utilisateurs. Intimement, sont des réponses personnalisées à chaque combattant. Mick Canick, le forgeron de Ninja Steel, l'ami loyal, rejoint l'effort. Son expertise technique complète celle de Billy de façon naturelle. Les deux hommes forment un duo de mentorat qui rappelle les meilleures traditions de la franchise des anciens, qui transmettent sans imposer, qui guident sans diriger, qui font confiance à la génération suivante même quand elle leur donne des sueurs froides. Elle apprend en faisant, avec Billy et Mick qui s'assurent qu'elle ne manque pas les fondamentaux, et avec l'équipe qui l'entoure sans la surprotéger. Elle fait des erreurs. Des erreurs qui coûtent parfois cher tactiquement. Mais elle apprend de chacune avec une rapidité qui surprend tout le monde, et qui dit peut-être quelque chose sur pourquoi la grille l'avait choisie. La corruption d'Oli commence insidieusement. Z n'est pas subtil dans sa puissance brute. Mais dans ses stratégies, ou plutôt, dans les stratégies que l'intelligence derrière Z emploie quand la force pure ne suffit pas, il peut être d'une sophistication terrifiante. La substance de corruption qu'il utilise sur Oli n'est pas un simple poison qu'on peut détecter aux instruments. C'est quelque chose de plus fin, une manipulation de la façon dont l'esprit traite la confiance et le doute. Peut la pousser à prendre des risques qui ne sont pas tactiquement justifiés. Il utilise tout ça, sans la moindre ambivalence visible, parce que la corruption n'a pas laissé d'ambivalence. L'effet sur l'équipe est dévastateur dans une façon qui ne se résout pas rapidement. Amelia combat quelqu'un qu'elle aime en sachant qu'elle doit le neutraliser sans le blesser définitivement. Cette équation impossible, elle doit la résoudre à chaque affrontement en temps réel, dans des situations où l'erreur dans un sens coûte une bataille, et dans l'autre coûte peut-être une vie. Izzy porte le poids de l'analyste qui a manqué quelque chose. Elle rejoue mentalement chaque conversation, chaque moment où elle aurait pu voir. La vérité qu'elle n'aurait pas pu voir parce que la corruption était conçue pour passer sous le radar de ceux qui connaissent la victime le mieux ne la libère pas de la culpabilité. La culpabilité ne demande pas à être justifiée pour exister. Fert compose avec quelque chose de plus nouveau. Elle avait commencé à faire confiance à Oli, à sa façon de guider sans diriger, à sa patience avec ses erreurs, à la façon dont il l'a traité comme quelqu'un qui méritait sa place, plutôt que comme
quelqu'un qu'il fallait tolérer. Et voir cette confiance retourner contre l'équipe lui enseigne quelque chose de dur sur le monde, que les choses bonnes peuvent être corrompues, que la confiance peut être un vecteur. Et puis la bataille pour le Dragon Zord cosmique. Bagilia avait localisé l'artefact sur une planète minière lointaine, un Zord d'une puissance immense, perdu depuis des siècles, enfoui sous des couches de roches et de temps. Entre les mains de Zed ou même de Bagilia, cette machine changerait l'issue de la guerre. L'opération pour l'intercepter est complexe. Terrain inconnu, force ennemie déjà en route. Et Oli qui sait exactement comment l'équipe va opérer parce qu'il avait contribué à définir leur protocole tactique. Les Rangers arrivent avant les forces de Bagilia, localisent le Zord, commencent à le sécuriser. Oli les reconnaît et déclenche l'alarme. Ce qui suit est brutal et rapide. Pas le chaos organisé d'une grande bataille de saison finale, le chaos désorganisé d'une opération qui tourne mal sur un terrain inconnu, en sous-effectif, avec un allié retourné qui exploite chaque angle mort. Dans la mêlée, une attaque d'Oli, une fraction de seconde. Javi perd un bras. La violence de ce moment est intentionnelle. Pas gratuite, intentionnelle. La série veut montrer quelque chose de vrai. Que les combats ont des conséquences physiques réelles et permanentes. Que l'héroïsme coûte quelque chose de concret, pas seulement de l'émotion. Et que ce coup pour Javi, un musicien dont les mains sont le centre de son identité créatrice et émotionnelle, est particulièrement cruel. La mission réussit. Il sécurise le Dragon Zord cosmique. Il rentre au vaisseau, il sauve Javi. Billy fabrique une prothèse en quelques heures fonctionnelle, précise, adaptée à l'anatomie, avec la prothèse seule dans un coin du vaisseau. Il reprend un de ses morceaux. Il n'arrive pas à le jouer comme il l'avait compris. Il regarde par le hublot. Cette scène ne dit pas que c'est insurmontable, elle ne dit pas non plus que c'est un simple. Il passe par Mucus et Slither. Ces deux-là, anciens sbires de la Reine du Néant, devenus humains essayant de faire naviguer dans un monde pour lequel ils n'ont aucune préparation, sont les candidats, les moins évidents pour jouer un rôle dans le sauvetage d'un ranger. Mais leur connaissance des protocoles de sécurité des forces du mal accumulées pendant des années de service dans des organisations similaires les rend idéalement placés pour ce type d'infiltration. L'opération est un désastre organisé qui réussit malgré tout. Slither prend trop de risques. Mucus prend trop peu. Ensemble, ils improvisent avec une complémentarité accidentelle qui est à la fois comique et réellement efficace. Ce qu'ils rapportent est essentiel. La corruption d'Oli ne peut pas être brisée par des moyens techniques ou chimiques. Elle doit l'être de l'intérieur par quelque chose que Munzet ne peut pas contrefaire ou neutraliser. Un souvenir authentique. Une émotion vraie. La voix de quelqu'un qu'Oli aime, atteignant la partie de lui que la corruption n'a pas encore réussi à complètement éteindre. Amelia doit lui parler. La scène qui suit compte parmi les meilleures de la saison. 2 personnes dans un couloir de la base ennemie. Quelques minutes avant que les gardes ne passent. Et tout l'enjeu dans des mots. Amelia ne commence pas par ce qui s'est passé. Elle commence par avant. Par leur première rencontre. Par le sourire condescendant qu'il avait quand elle lui parlait d'extraterrestres, et par l'agacement mêlé d'intérêt que ce sourire lui avait causé. Elle lui parle de la première fois qu'il avait admis avoir eu tort, et de la deuxième, et de la troisième, parce qu'Oli admet quand il a tort, c'est rare, et c'est beau. La corruption résiste, elle sent que quelque chose s'opposait à elle, que les mots trouvaient un écho mais que l'écho était étouffé. Et puis Amiya lui dit quelque chose d'essentiel, que la grille de transformation, cet invisible qu'il avait appris à accepter, qu'il avait combattu puis embrassé, n'est pas juste une source d'énergie, c'est une connexion, entre les personnes, entre les moments, entre ce qu'on était et ce qu'on devient, que leur connexion à eux, quelque chose change dans les yeux d'Oli, un tremblement pas physique, quelque chose de plus profond, une reconnaissance, comme quelqu'un qui entend sa propre voix depuis le fond d'un puits et qui se rappelle, pour la première fois depuis longtemps, que cette voix existe. La corruption se brise, le retour d'Oli dans l'équipe n'est pas une fête, il y a des silences, des regards, Javi qui garde les yeux sur sa prothèse sans rien dire, des questions non posées qui flottent dans l'air. Oli ne se défend pas, il ne s'explique pas, il laisse le temps travailler parce que c'est ce que les blessures de ce genre exigent, et parce qu'il sait maintenant que forcer une réconciliation ne fait que créer une fissure là où il pourrait y avoir quelque chose de solide. L'équipe guérit, pas immédiatement, mais elle guérit. Zaito fait ses adieux. Il avait su depuis le début de la saison que ce moment arriverait. Chaque matérialisation l'avait rapproché de l'effacement. Et maintenant, après avoir guidé l'équipe à travers ce qui était peut-être leur épreuve la plus difficile, il lui reste juste assez d'énergie pour ce qui compte le plus. Il parle à chacun, séparément, avec le temps que chacun mérite. À Fern, il dit que la grille ne fait pas d'erreur. Jamais. Et que si elle l'avait choisi, c'était parce qu'elle avait vu en elle quelque chose que Fern elle-même n'avait pas encore découvert. La patience de trouver quoi, c'est le cadeau qu'il lui laisse. À Javi, il pose une main sur sa prothèse. Dans ce geste silencieux se trouve une reconnaissance de ce qui a été perdu et une affirmation de ce qui reste, que Javi est toujours musicien,
que la musique est toujours en lui, que les instruments ne font que la plus libérer et non la créer. À Easy, il parle de ce que ça signifie d'être la première. Pas la responsabilité écrasante de représenter, mais le fait simple d'exister pleinement dans un espace qui ne vous attendait pas, et de le faire si naturellement que les gens finissent par oublier que cet espace était fermé. À Holly, il lui dit que les scientifiques et les mystiques ne sont pas ennemis, qu'ils cherchent la même chose par des chemins différents, et que quelqu'un qui a réussi à faire les deux, à être les deux, est quelque chose de rare dans l'univers. À Amelia, il lui dit ce qu'elle avait besoin d'entendre, que le rouge de son uniforme n'est pas une promotion, c'est une confirmation de ce qu'elle était déjà, que le leadership ne se donne pas, il se reconnaît, et qu'il l'avait reconnu en elle avant même qu'elle ne le voie en elle-même. Et à Ion le dernier, le plus long, il ne trouve pas les mots parce que les mots ne contiennent pas 65 millions d'années. Ils s'assoient ensemble, en silence, à regarder les étoiles. C'est suffisant. La bataille finale arrive dans un contexte d'urgence absolue. Z a accumulé suffisamment d'énergie pendant toute la saison pour lancer son plan ultime. Les armées de Bagilia convergent sur plusieurs fronts, et Z lui-même chargé, déchaîné, libéré de toute contrainte active, ce qu'il a préparé. L'effacement, pas une conquête, pas une domination. Un effacement de toute trace de lumière dans l'univers, une ambition qui dépasse tout ce que les Rangers avaient affronté avant. Il déploie tout. Les hordes cosmiques en configuration maximale, les orbes cosmiques à pleine puissance. Zaito en forme zénith utilisant ces dernières, réserve d'énergie, sachant ce que ça coûte, choisissant de le payer. Et puis le ciel s'ouvre. Billy avait travaillé. Dans l'ombre, en parallèle de tout le reste, il avait contacté des alliés, retrouvé des archives, localisé des orbes perdus depuis des décennies, et assemblé quelque chose que personne, pas même Z, n'avait anticipé. Des Mégazords légendaires. Le Tiger Zord, le Dragon Zord. Des machines qui portent en elles 30 ans d'histoire. Chaque design reconnaissable. Chaque présence porteuse d'un souvenir pour quelqu'un quelque part. Pour les fans qui regardent depuis 1993, c'est un moment qui transcende la simple nostalgie. C'est une transmission. Toutes les équipes qui sont venues avant, offrant leur puissance à cette équipe qui combat maintenant. Ce n'est pas juste une aide tactique. C'est un message. Que Power Rangers n'est pas une série. C'est une lignée. Et les lignées se transmettent. Z comprend ça trop tard. Ce n'est pas juste une équipe qui l'affronte. C'est 30 ans d'héroïsme concentré dans un seul moment. La bataille est monumentale. Z déchaîne une puissance sans précédent. Les Rangers tombent et se relèvent. Bagilia calcule ses pertes et recalcule. Et finalement Z est contenu. Nibiru, la prison cosmique. Un endroit dont les murs ne sont pas physiques. Et où la puissance brute ne peut donc pas les briser. Z y est condamné à l'éternité aux côtés d'une illusion parfaite de Rita Repulsa. Condamné à se quereller avec elle pour toujours. Prisonnier de lui-même. C'est une fin juste. Bagilia recule sans son armée et sans Z. Elle vivra pour combattre un autre jour. Mais aujourd'hui elle part. La guerre est terminée. Et Zaito rejoint les maîtres de la transformation. Il dit les derniers mots à Aion. Des mots que l'univers entier reconnaît. Que le pouvoir vous protège. Les mots de Zordon. Ceux qui ont ouvert la franchise 30 ans plus tôt. Ceux qui la referment maintenant avec une continuité qui traverse le temps et qui dit quelque chose d'essentiel sur ce qu'est Power Rangers au fond. Dans les jours qui suivent, Billy fait une découverte dans les flux d'énergie de la grille. Des traces, des patterns, des signatures qui ressemblent à quelque chose qu'il n'a pas vu depuis des années. Zordon, quelque part dans la grille, pas disparu, attendant. Billy n'abandonne jamais, il part en quête. Pinridge fête la victoire. Javi joue, avec sa prothèse après des semaines de rééducation silencieuse, de composition jetée, reprise, modifiée, il a trouvé quelque chose. Pas la même chose qu'avant, quelque chose de nouveau. Une façon différente de tenir l'instrument. Un son différent qui sort. Pas pire, différent. Et dans cette différence, quelque chose de personnel, d'unique, que la main d'avant n'aurait peut-être jamais créé. Il avait composé un morceau pendant la convalescence. Un morceau pour sa prothèse. Pas pour la prothèse, mais pour ce qu'il avait appris en apprenant à l'utiliser. Il le joue. Ce soir pour la première fois, pour l'équipe. Easy et Fern sont là côte à côte, sans explication, sans commentaire. Leur histoire existe. C'est suffisant. Aion regarde les étoiles. Pense à Ravcon. Pense à Zaito. À 65 millions d'années d'une amitié qui ne prend pas fin, elle prend une autre forme. Et dans cette nouvelle forme, il y a peut-être quelque chose d'accessible aux humains qui l'entourent si jamais il leur donnait accès. Il n'est peut-être pas aussi seul qu'il le croit. Amelia est avec Holly. Et avec Tariq son père qui se tient un peu à l'écart de la foule, observant la fête avec l'expression de quelqu'un qui apprend encore à occuper de l'espace dans la vie d'une autre. Personne. Amelia le voit. Elle traverse la foule vers lui. Elle s'assoit à côté de lui. Ils regardent ensemble. Il dit quelque chose. Elle rit. On n'entend pas, mais on voit le rire. Et dans ce rire, quelque chose commence. Power Rangers Cosmic Fury,
se termine sur une note douce amère et juste. Pas de résolution parfaite de toutes les blessures, pas de triomphe sans ombre, juste des gens qui choisissent, dans un monde imparfait, de continuer à vivre ensemble. 30 ans après le premier morphing sur Angel Grove, la saga originale de Power. Ranger se ferme sur Pine Ridge, sous un ciel étoilé, avec une équipe qui a tout donné. Et quelque part dans la grille de transformation, Zayto veille. Que le pouvoir vous protège.